Salut à tous, un nouveau débriefing F1, débriefing F1 du Grand Prix du Mexique, un Grand Prix qui nous a offert donc le titre de Lewis Hamilton et je suis accompagné de Jean-Luc Croix. Salut Jean-Luc. Eh bien, bonjour Ayrton, c'est pas l'FB, c'est pas Patrick, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de débuter un débriefing F1 en disant bonjour Ayrton. Je te l'ai fait tous les matins pendant des années, donc voilà. Salut Jean-Luc. C'est Alors, ce Grand Prix du Mexique, un quatrième titre pour Lewis Hamilton. Oui, alors un titre, on va dire, attendu. Évidemment, il avait fait la majeure partie du boulot. C'est clair que depuis la deuxième partie de la saison, c'est-à-dire depuis la dernière victoire de Vettel, et il faut rappeler qu'elle remonte quand même au Grand Prix de Hongrie, la dynamique était bien dans le sens de Lewis Hamilton, et Lewis n'a pas laissé passer sa chance. Évidemment, la question qui se posait n'était pas de savoir d'ailleurs si Lewis Hamilton allait être ou pas champion du monde. C'était quand? C'était Vettel. Allait-il être en mesure de repousser l'échéance? Et avec le schéma qu'on connaissait, c'est-à-dire 66 points d'avance naturellement pour lui et 3 grands prix à dérouler, en incluant celui du Mexique, il fallait que Hamilton conserve un avantage de 50 points, ce qu'il a fait haut la main, malgré, on va y venir je pense, les incidents, les accidents de la course. Alors, le scénario avant le début de la course était idéal, c'est-à-dire Vettel en pole position, Max Verstappen en deuxième place et un Hamilton donc qui partait de la deuxième ligne. On se disait, le premier virage, c'est là où tout va jouer et c'est là où tout s'est joué. Écoute, j'ai passé à peu près un jour et demi sur RMC à chaque intervention, et il y en a eu beaucoup, à expliquer exactement ce que tu viens de dire en disant attention à ce premier virage, c'est pas pour le survendre, mais obligatoirement, on sait qu'il y a pratiquement 900 mètres, ce qui est une des plus longues distances avant le premier virage, donc où les pilotes arrivent à fond, vont monter à 300 km/h, on a les freins qui ne sont pas en température, on a les pneumatiques qui ne sont pas en température, et on a quand même une grille de départ détonnante, comme tu viens de le dire, avec un Vettel, donc l'autre prétendant au titre, qui était en pôle, donc pour lui, il fallait absolument qu'il reste devant, naturellement. Et puis Verstappen, il allait donc tirer le plancher. De toute façon, on a bien compris que lui, tout ce qu'il veut maintenant, c'est aligner des victoires. On va y venir. Oui, donc la victoire revient à Max Verstappen, troisième victoire dans sa jeune carrière. La première où il mène le Grand Prix de bout en bout. Max Verstappen a pris donc le pouvoir dès le premier virage. Et ensuite, eh bien, il a déroulé. En tout cas, le fait marquant de ce premier tour, c'est l'accrochage entre Vettel et Hamilton. Et oui, quand on arrive à 3 de front sur une piste large et qu'on veut rentrer dans un petit goulet, dans une succession de S, droite, gauche, droite, on se dit bien qu'il va se passer quelque chose. Et puis effectivement, on a parmi ces 3 pilotes un qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Il s'appelle Max Verstappen, effectivement, comme tu viens de le souligner. Il fête à peine son 20e anniversaire et il est gonflé, évidemment, il est frustré même de tous les problèmes mécaniques qu'il a connus pendant la saison, qui l'ont souvent privé de résultats en course, à l'inverse de son équipier Ricciardo. Donc il le dit, maintenant il veut aligner les victoires, surtout quand il a affaire à 2 adversaires qui, eux, jouent le titre et qui doivent éviter justement ce genre de friction, ce qui n'a pas été possible. Alors, il faudrait revoir presque image par image pour savoir à quel point les positions des 3 monoplaces ont été importantes, et notamment celle de Verstappen. Donc, on revient sur ce fameux contact entre Hamilton et Vettel. À partir de là, on se dit aïe aïe aïe. On voit tout de suite Vettel qui perd de nombreux bouts de carbone et Hamilton, lui, est crevé. Donc là, il rentre au ralenti au stand. On se demande dans le premier tour, est-ce que Vettel va rentrer lui aussi au stand pour changer d'aileron? Il le fait. Mais en tout cas, le scénario, c'est que Vettel, qui doit absolument terminer à la deuxième place, repart avant-dernier. Hamilton, lui, qui n'a pas forcément besoin d'un bon résultat, est dernier. Et bien là, on est parti pour une course-poursuite, parce qu'on a, surtout pour Vettel, comme tu viens de le souligner, puisqu'on a bien compris que lui, l'enjeu est très simple. Il faut qu'il termine deuxième s'il veut maintenir le suspense, encore une fois, pas remporter le titre, mais repousser l'échéance au Brésil. C'est un challenge incroyable. Il part avant-dernier, du coup, à l'issue de ce premier tour, puisque le dernier, c'est Hamilton, comme tu l'as dit, qui a été encore plus frappé par la crevaison. Maintenant, on peut toujours se poser la question, fallait-il ou pas changer le museau de la Ferrari? Est-ce que la Ferrari, parce que là aussi, on nous en fait des tonnes avec les appendices aéros, les nouveautés, puis on voit souvent que les pilotes terminent avec des voitures en vrac, avec des ailerons qui traînent par terre, et ils vont presque aussi vite. Non, en début de course, je pense qu'il fallait remettre la voiture d'équerre, parce qu'effectivement, en tout cas, au moins changer les éléments qui avaient été touchés. Donc c'est ce qui a été fait. Et après Vettel, il n'avait plus qu'à se cracher dans les mains et partir avec une monte pneumatique différente. Et ça, c'était l'enjeu qui était intéressant aussi, avec des ultra-soft, donc pour une monte qui était très importante. On peut qualifier cet accrochage d'incident de course, ou alors on a entendu tout de suite Hamilton dire est-ce qu'il m'a pas un petit peu, est-ce qu'il a pas fait exprès?
Non, je crois pas. Alors quand j'ai dit ultra soft, c'est bien sûr l'arrêt d'après, on va en parler. Là pour le moment, on monte des pneumatiques, on se dit on va peut-être aller au bout. Et puis après, les faits de course font qu'effectivement, on bénéficie d'un arrêt gratuit, d'un jackpot gratuit. Fait exprès, je pense pas. On l'a vu à l'arrivée d'ailleurs, hein. Je crois que spontanément, Vettel remonte à la hauteur d'Hamilton pour le féliciter. Non, je crois qu'il faut pas toujours vivre avec les rancœurs. Maintenant, que Vettel ait des rancœurs de ne pas avoir été champion du monde, oui. Qu'il ait commis des erreurs, il l'a dit, oui. Que l'équipe en ait commis, oui. Je crois que c'est le pilote le plus rapide qui est titré et indubitablement, personne ne peut dire que le titre d'Hamilton est usurpé après la série formidable qu'il a enclenchée là. Donc avec les 11 pôles, les 9 victoires dans la saison, etc. Non, c'est le meilleur pilote du championnat, c'est une évidence. On a vu une image quand même assez marrante, donc dans cette folle course-poursuite. Vettel s'en sort globalement mieux qu'Hamilton. Hamilton bute sur Sainz et même Hamilton eh bien, on voit le drapeau bleu pour Hamilton. Verstappen est juste derrière lui, donc lui prend un tour. Image incroyable. Ah, c'est terrible. Écoute, moi je me demande s'il n'y a pas un problème au départ. Alors, seul lui pourrait le dire après, puis c'était pas l'objet juste après l'arrivée, mais il n'a pas eu un problème de rendement sur sa monoplace, parce que ne pas être capable, avec une Mercedes, quand on est le tenant du titre, et j'allais dire, enfin le prétendant au titre principal, et qu'on avale ses adversaires d'habitude d'un claquement de doigts, de prendre l'avantage sur Carlos Sainz, qui lui, le pauvre, a vécu un long chemin de croix dans ce Grand Prix. Moi j'ai pensé qu'il y avait un problème de rendement ou de pneumatique sur sa monoplace, parce qu'il n'était pas capable de hausser le ton. Il tournait dans les temps, dans les 1,23 de mémoire, 1,24, ce qui est très lent, alors qu'à l'inverse, Vettel, comme tu le dis, lui est reparti sur un rythme élevé et a commencé à avaler ses adversaires. Donc, c'était tout l'intérêt de cette course-poursuite. Maintenant, on savait que la barre de Vettel était beaucoup plus haute que celle d'Hamilton, qui, à la limite, tant que Vettel n'était pas deuxième, pouvait se contenter même de ne pas être dans les points, avec l'avance confortable dont il disposait. Et en plus, bon, le classement victoire de Verstappen, mais la deuxième place, c'est un certain Valtteri Bottas, évidemment, qui allait faire le jeu de Lewis Hamilton et qui n'allait jamais laisser passer Sébastien Vettel. Évidemment, il faut toujours ne pas oublier les autres prétendants, non seulement à la victoire, mais au titre. Un temps, Bottas était quand même dans le coup il y a pas encore si longtemps, avant qu'il connaisse un peu cette passe à vide. Et Bottas, bon, en bon équipier, il a fait le boulot, hein. Alors c'est vrai que c'est une deuxième place un peu anonyme, on va oser dire, tellement on était polarisé d'abord sur la remontée des deux prétendants au titre, et puis sur l'homme qui était devant, qui a été intouchable, hein. Verstappen, immédiatement, boum, il a calmé les ambitions, il a dit, bon, celle-là, elle est pour moi, s'il n'y a pas de problème. Et on a pu les craindre parce qu'on a vu que malheureusement les moteurs Renault ont été lourdement frappés sur les autres monoplaces, à commencer par celle de son équipier Ricciardo, qui doit encore s'arrêter avec des problèmes mécaniques comme il en avait connu pendant les essais. Ricciardo abandon au 5e tour, Hülkenberg abandon au 24e tour, Brendan Hartley abandon au 30e tour et Carlos Sainz Jr. au 59e tour, c'est-à-dire 4 moteurs Renault qui ont donc rendu l'âme pendant ce seul Grand Prix du Mexique. C'est extrêmement préoccupant, effectivement, et Cyril Abitboul l'a déclaré après, oui, il faut qu'on travaille. Alors on savait qu'il y avait un problème de refroidissement, bien évidemment, parce qu'à haute altitude, on a une perte de puissance relative, alors minorée avec le turbo et la récupération d'énergie électrique, évidemment, par rapport à un Atmo, on le sait bien, mais un Atmo, quand on est à 2250 mètres, on perd énormément de puissance. On le sait bien avec PicePeak, hein, chaque année, on voit qu'arriver, alors là, ils partent à 2700 mètres, ils arrivent à 4003, donc c'est encore pire, donc on divise la puissance par deux, mais là, on peut perdre 20-25% sans problème. Alors, je l'ai dit encore une fois, un peu moins aujourd'hui, mais il faut refroidir, et pour refroidir, il faut de l'air, et de l'air, il y en a peu, donc ça a été le problème manifestement des Renault, et c'est un petit peu ce qui est le plus préoccupant, pas sur une seule monoplace, on peut se dire, l'implantation, après, elle dépend des écuries, l'implantation chez Red Bull n'est pas celle des moteurs Renault chez Toro Rosso, et n'est pas celle, évidemment, des moteurs Renault sur les Renault, et pourtant, semble-t-il, les trois ont été frappés, donc il y a un problème de refroidissement, je pense, chez Renault, qu'on a connu, à mon avis, ponctuellement, hein. Je pense qu'au Brésil, au niveau de la mer ou pas loin, ça ne se produira pas. Bon, en tout cas, on espère pour Renault que tout va bien fonctionner. Par exemple, un Hülkenberg pouvait rêver d'un bon résultat. D'autres pilotes qui pouvaient rêver d'un bon résultat, je pense évidemment à Esteban Ocon, qui a certes fait son meilleur résultat en Formule 1. Il termine à la 5e place, juste derrière Sébastien Vettel. Mais Ocon, on peut le penser, sans l'intervention de la voiture de sécurité virtuelle, il aurait pu chercher ce premier podium.
Il l'avait, il le tenait, et vaillamment, parce qu'on surveillait les écarts avec les pilotes qui étaient derrière lui, et cette fois, à part Vettel, on l'a dit, et puis après Hamilton, il n'avait pas une cavalerie lourde qui lui arrivait dans le dos, comme à Monza, par exemple, là on reprend cet exemple, ou ailleurs. Donc le potentiel de sa Force India Mercedes, parce que le moteur Mercedes, là on peut dire qu'il a bien respiré, hein, même si c'est un Renault qui gagne, mais je veux dire c'est presque l'exception qui confirme la règle. Donc effectivement, Ocon, il la tenait. Et puis comme tu l'as dit, il y a eu ce virtuel safety car, dont, je répète encore, une fois, LFB m'avait posé la question, je pense que c'est une bonne chose, plutôt que de regrouper tout le monde. Alors on va dire, il y a moins de spectacles. C'est sûr que si on annihile tous les écarts et qu'on remet tout à zéro, évidemment, on donne un nouveau départ. Là, c'est un peu plus respectueux, entre guillemets, des efforts de chacun précédemment à ce virtual safety car. Donc ça me paraît plus juste. Et puis on a vu d'ailleurs, ça pouvait être délicat parce qu'il faut rappeler que ces monoplaces sont chargées d'énergie électrique et on a bien entendu l'ingénieur dire à Hülkenberg attention comment tu sors, comment, pourquoi, etc. Petite procédure, il faut quand même le dire, hein, c'est pas tout rose non plus l'énergie électrique. Bon. En tout cas, Esteban Ocon, très très bon résultat, une 5e place. Mention d'honneur aussi pour Lance Stroll, 6e. Le grand perdant peut-être de ce combat fratricide chez Force India, c'est Sergio Pérez qui à domicile voulait remettre les pendules à l'heure. Il voulait absolument battre son coéquipier Ocon, mais là, force est de constater qu'il n'y a plus que 9 points d'écart entre les deux pilotes, à l'avantage toujours de Pérez. Il reste 2 Grands Prix, mais Ocon clairement monte en force, Grand Prix après Grand Prix. Et en plus, dans des circonstances qui sont un petit peu hostiles, parce qu'on rappelle, c'est un mot, hein, on échange là-dessus, donc je vais pas cracher dessus, des réseaux asociaux qui permettent parfois à des imbéciles, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, voire des crétins, de se montrer inutilement agressifs, menace de mort sur Ocon, enfin c'est ce qu'on a entendu, il était donc protégé parce qu'il était l'adversaire au Mexique de Chico Pérez, enfin c'est n'importe quoi, si c'est la vérité, je ne peux pas le mettre en doute, mais si des gens vraiment pensaient ça, ça veut dire qu'il y a vraiment des supporters de F1 qui sont aussi cons, je vais oser le mot, que des supporters de foot. C'est quand même gravissime. Et je dis pas ça pour tous les supporters de foot, encore une fois. J'ai dit les extrêmes. Bon, passons là-dessus. Donc, dans le contexte dont tu parles, eh bien, dès les qualifs, on voit que Ocon prend le meilleur sur Pérez. Et là, bon, il y a un problème. Et après, il se maintient en course. Et très bien. Donc, effectivement, oui, tu peux te dire humiliation parce que je pense qu'avec la fierté du pilote mexicain chez lui, celle-là, il l'a assez mal vécu. Ça, c'est clair. Bon alors on termine dans les points avec Magnussen 8e, très bon Grand Prix, et 9e donc Hamilton et 10e Alonso. On a vu une superbe bataille en fin de course entre Hamilton et Alonso. C'est vrai que c'est pas forcément une bataille que l'on attend de voir en cette année 2017 où la McLaren et la Mercedes ne sont pas du tout au même niveau de compétition, mais force est de constater qu'il y a eu bataille entre Hamilton et Alonso, 2 grands champions. Absolument, double champion du monde, il faut le rappeler quand même parce que c'était il y a longtemps, t'étais pas né ou presque, non, c'était 2005-2006 pour Alonso, c'est vrai que ça commence à dater, quoi. Je veux dire, c'était il y a quand même longtemps, maintenant plus d'une dizaine d'années, et puis après on connaît le parcours de Fernando, malheureusement avec le matériel dont il a disposé, et notamment l'époque Ferrari qui aurait dû être formidable pour lui, il a gagné, heureusement il a remporté les Grands Prix, mais pas de titre. Bon, là, on a compris que le chemin de croix qu'il vivait chez McLaren, j'espère pour lui, va se terminer avec la motorisation Renault. Mais attention quand même, parce que comme tu viens de le souligner, le moteur Honda progresse. Je pense qu'il y aura un nouveau moteur vraiment pour l'an prochain, en tout cas c'est ce qui a été promis. Et dans une Toro Rosso entièrement refondée et refabriquée autour de ce moteur Honda, avec la revanche de Honda, les Japonais sont teigneux. Moi je me demande si on ne peut pas avoir des résultats étonnants de la part de Toro Rosso. Et j'espère que le moteur Renault progressera aussi pour que Fernando, évidemment, se fasse plaisir en dehors des 24 heures du Mans. Parce que c'est dit aussi. Et chez Toro Rosso, il faudra voir qui seront les pilotes. C'est vrai que Kvyat a été plus ou moins évincé là, du clan Red Bull. Complètement. Et on a dit qu'il ne fait plus partie de la famille, donc c'est clair. Ouais. Helmut Marko qui a clairement dit ça. Et on se dirige vers un duo surprenant, Gasly-Hartley. Hartley qui sort de nulle part. C'est vrai que personne n'aurait mis une pièce sur Brandon Hartley il y a quelques semaines pour une place en Formule 1. Mais voilà, le Kiwi est bien présent, champion du monde avec Porsche, vainqueur des 24 heures du Mans, 2 petits Le Mans cette année. C'est quand même un pilote qui mérite peut-être sa place. On n'a malheureusement pas pu voir un Grand Prix entier ici au Mexique. Mais Hartley, monte en puissance après le Grand Prix. Si tu me permets ce raccourci, le kiwi est gorgé de jus, est gorgé d'énergie, parce qu'effectivement, il a rongé son frein.
On sait que c'était un pilote de monoplace, on sait qu'il a fait partie de la filière Red Bull jusqu'en 2010, avant d'en être évincé là aussi assez brutalement pour manque de résultats. Mais on connaît le management à la Red Bull, hein, il faut en parler aussi. On est ravis que cette belle compagnie investisse autant dans les sports mécaniques, parce qu'il n'y a pas que la Formule 1, il y a tous les sports, les rallyes. On peut dire un mot, magnifique titre évidemment de Ogier Ingrassia, c'est juste un mot, on va pas vous faire un débriefing, mais il y aurait beaucoup à dire. Ce sera demain. Bon ben voilà, vous en parlerez. Donc ça c'est génial. On peut parler de la moto avec Marquez, bon etc. Bref, ils sont présents partout. C'est génial. Et j'ose le dire parce que là aussi, évidemment, je n'ai jamais la langue de bois. Ils ont remplacé et c'est vraiment très bien. Il n'y a pas que, il y a Monster aussi pour en citer un autre. Ils ont remplacé les cigaretiers qui ont soutenu les sports mécaniques pendant tellement longtemps. Et ça fait plaisir. Donc j'en reviens au management de la filière. À la Helmut Marko, on peut dire que c'est à coup de sabre, voire de hache, et ça fait mal. Et il n'y a pas de pitié. Hein. Alors effectivement, il avait été écarté. Il a donné un petit coup de fil quand il a appris que Porsche s'arrêtait en disant si jamais d'aventure il y avait un baquet qui traînait. Chance, hein, voilà, je vous dis juste ça comme ça, mais moi je peux être là. Et puis, comme effectivement Kvyat était sur un siège éjectable, on va dire, on s'est dit, Helmut s'est dit, tiens, on va le tester, boum. Et puis voilà, puis il se trouve que on a envie. Alors, ça fait une belle équipe, hein, en tout cas avec deux jeunes, enfin. 27 ans, on peut plus dire qu'Hartley soit tout jeune, mais bon, c'est pas encore un vieux. Il y a 6 ans d'écart entre les deux hommes. En tout cas, ça va pousser fort. Et puis encore une fois, une équipe fraîchement remotorisée par Honda, il faudra les surveiller. Moi, ça me ferait rigoler en plus, hein, franchement. Bon, mais il faudra surveiller ça de très près. En tout cas, voilà pour ce débriefing du Mexique. On se donne rendez-vous donc pour le débriefing du Brésil. Du Brésil, exactement. Salut, Jean-Luc. Ayrton. Salut Ayrton, Salut à tous.